Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de ce vendredi 11 décembre. Et l'actualité, ce sont les nouvelles annonces du Premier ministre sur les modalités de l'allègement du confinement le 15 décembre, le retour du couvre-feu de 20h à 6h et cela inclut le soir de la Saint-Sylvestre, pas de réouverture des musées, cinémas ou salles de spectacle. Nous reviendrons en détail sur les nouvelles règles avec différentes réactions. Cette semaine, l'actualité, c'était aussi la publication des résultats d'une étude internationale sur le niveau en mathématiques et en sciences des élèves de CM1 et de 4e du monde entier. Et la France n'est pas dans le haut du classement. À ce sujet, nous recevrons Martin Handler, professeur émérite au laboratoire de mathématiques de Versailles de l'université Saint-Quentin et président de l'association Animat, vice-président. Enfin, dans l'actualité sportive, au dernier pointage, l'Yvelinois Louis Burton est à la 6e place du classement. Comme chaque semaine, nous ferons le point sur son parcours. L'information du jour, c'est évidemment les nouvelles annonces du Premier ministre lors de sa conférence de presse jeudi soir. Jean Castex a défini les modalités de la deuxième étape du déconfinement prévu mardi 15 décembre, plus stricte que celle prévue initialement suite au nombre de contaminations qui ne sont pas sous la barre des 5000 cas par jour en France. La première chose, c'est la fin de l'attestation en journée et les déplacements entre régions sont à nouveau autorisés, mais c'est aussi le retour du couvre-feu de 20h à 6h du matin. Il faudra être muni d'une attestation spéciale le soir pour sortir. Ce couvre-feu ne sera pas appliqué à Noël, mais bien au jour de l'an, donc le 31 décembre. Il sera donc interdit de circuler entre 20h et 6h du matin, ce qui fait réagir une partie des habitants de Saint-Quentin en Yvelines. On les écoute au micro de Célia Gatsongo et Justine Brasier. On comprend, moi, à l'âge que j'ai, c'est vrai qu'on peut rester en couple ou en petit comité. 20h, on va se retrouver à une raclette comme des gens de 55 ans. Donc pour des gens qui ont 21 ou 20, c'est vraiment pas le nouvel an dont on aurait rêvé. Pour moi, c'est pas normal à 20h. Parce que les gens, ils vont aller visiter les familles et puis il faut au moins laisser jusqu'à 3h du matin. Pour la sécurité de tout le monde, je trouve ça très bien que les gens se protègent et qu'ils respectent les horaires. On espère qu'on va quand même le faire, même si c'est pas trop légal, en vrai c'est pas top. Mais c'est pour notre morale aussi, parce qu'en plus on travaille, on est jeunes. On nous dit tous 20 ans c'est trop cool, c'est l'année pour profiter, on est jeunes, on est beaux, on s'aime et on peut même pas profiter ensemble et je trouve ça hyper triste. L'autre décision, et celle-ci n'a pas réjoui le monde de la culture, c'est le report de la réouverture des musées, théâtres ou encore salles de spectacle et même des cinémas. Ils devaient rouvrir ce 15 décembre mais vont devoir rester fermés 3 semaines supplémentaires au minimum. Entre colère et déception, on écoute les réactions au micro d'Astrid Bergère et Nicolas Dandry. Nous, par exemple, on devait accueillir la semaine prochaine la compagnie XY. C'est une compagnie avec 21 acrobates sur scène qui ont donc recommencé à travailler il y a une dizaine de jours parce qu'il y a eu ce confinement pour être prêts et puis pour enchaîner la tournée. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé pendant 10 jours et qu'aujourd'hui on leur dit non, vous n'allez pas pouvoir jouer. Je pense qu'il y a je sais pas si c'est une méconnaissance du secteur, mais là ce qui nous met très en colère, c'est que on a le sentiment que c'est un choix politique, c'est pas uniquement un choix sanitaire. Et un choix politique, ça veut dire que finalement, on n'est pas un secteur non essentiel pour le gouvernement, on est un secteur inutile, ou bien le secteur que l'on peut toucher finalement sans que ça fasse beaucoup de mal. On attend tous que les musées, les lieux culturels, les théâtres, les cinémas rouvrent parce qu'on en a besoin. Et justement, pendant toute cette période du premier et du deuxième confinement, ce qui est très étonnant, c'est de voir la hiérarchie de nos besoins. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand on est artiste, on a du mal à entendre que ce n'est pas essentiel l'art, parce qu'en fait, toute notre vie en dépend. Et enfin, les règles sur les lieux de culte, elles, restent inchangées. Réaction du curé de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie au micro de Justine Brasier. Les annonces sont plus douloureuses pour beaucoup de gens. Je pense tous les artistes, les cinémas, les théâtres et tout ça. Et je pense d'abord à eux. Nous, on va pouvoir ouvrir, on peut déjà ouvrir avec des restrictions. Donc on va s'adapter
À Mantes-la-Jolie, c'est spécial parce qu'on a une immense église, donc on va pouvoir se répartir. On a même réparti les chaises autour du chœur, là où habituellement il n'y a pas de chaises. Donc on va pouvoir être dans l'ensemble de l'espace. Et puis on a rajouté des messes pour pouvoir célébrer Noël correctement. Mais voilà, on est heureux de pouvoir célébrer Noël et la naissance du Sauveur, c'est pour nous très important. L'actualité de la semaine, c'est Vicente Mérien Santisteban qui vous la résume en 78 secondes. 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 € d'amende requis contre Serge Morvan. L'ancien préfet des Yvelines comparaissait ce lundi 7 décembre devant le tribunal de Versailles, accusé de détournement de fonds, faux et usage de faux. Il avait déjà reconnu les faits. L'entreprise spécialisée dans les services informatiques Atos dans la tourmente. 7 cas de cancer rare du cerveau ont été détectés parmi les salariés et anciens salariés de la multinationale située au Clé-sous-Bois. L'enquête est en cours pour déterminer si elle est responsable ou non. Le tronçon aérien de la ligne 18 a été modifié sur le plateau de Saclay. Ce métro doit relier l'aéroport d'Orly à Versailles à l'horizon 2030. La Société du Grand Paris a pris la décision de construire une partie du viaduc au sol entre Saclay et Manille-les-Hameaux. Un bouton stop sans contact, c'est la nouveauté à bord d'Eskibus. Ce nouveau système innovant mis en place dans 5 véhicules du réseau est en expérimentation pendant 2 mois. Une pièce de théâtre saint-quentinoise, c'est le projet de J'habite #Saint-Quentin en Yvelines. Des habitants de 5 des 12 communes ont été choisis comme comédiens, représentation le 13 février prochain au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la bonne nouvelle de la semaine pour le sport amateur en extérieur. Après les plus jeunes la semaine dernière, les seniors ont repris les entraînements sans contact en attendant le retour espéré des compétitions au mois de janvier. Cette semaine, l'actualité, c'était aussi le résultat de l'étude internationale et la, pardon d'avance, pardonnez mon accent, Trends in Mathematics and Science Study, autrement dit TIM2S 2019, qui pointe du doigt le piètre niveau des élèves de CM1 et de 4e en mathématiques et en sciences. À ce sujet, nous accueillons Martin Handler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de l'université Versailles-Saint-Quentin au laboratoire de mathématiques de Versailles. Ce laboratoire dépend du CNRS, mais également donc de l'UVSQ. Alors, pour rappel, cette étude a déterminé que la France n'avait pas de bons résultats en maths et en sciences. Pour ne citer que le niveau de CM1 en mathématiques, les élèves français n'obtiennent que 485 points, quand le premier en tête du classement Singapour en a 625. En sciences, on ne fait pas vraiment mieux. En France, on obtient 488 points en CM1 et à Singapour, toujours en tête, 595 points. Voilà, le classement du niveau de 4e n'est guère mieux. Martin Handler, vous êtes donc aussi vice-président et fondateur d'Animat, une association pour l'animation mathématique. Son rôle, je le rappelle, est de favoriser le goût et la pratique des mathématiques pour les jeunes. Vous qui voyez du coup beaucoup de jeunes, les élèves français sont-ils aussi mauvais qu'on ne le pense ? Alors, il n'y a pas de moyenne. Enfin, il y a des moyennes, évidemment, mais il y a des très bons et il y a des élèves qui sont en grande difficulté. C'est quelque chose qu'on sait depuis un certain temps. L'étude TIMSS n'est pas très, très surprenante. Il y a eu une étude TIMSS en 2015, il y a 4 ans. Il y a les études PISA menées par l'OCDE. Tout aboutissent à peu près au même diagnostic. C'est-à-dire, nos élèves sont très très moyens ou même moins que moyens, médiocres. Et en effet, l'étude TIMSS établit qu'on est parmi les plus mauvais des pays riches. Alors ensuite, ça n'empêche pas qu'il y ait des élèves qui sont brillantissimes. C'est une moyenne. Ce que TIMSS nous apprend et qui est relativement nouveau par rapport aux études précédentes, c'est qu'on a très peu de très bons. Ça, très peu, c'est-à-dire on a à peu près 2% d'élèves qui sont très bons, alors que l'Angleterre en a 12 ou 13%. Donc un écart qui est tout à fait significatif. Ça, c'est vraiment très, très préoccupant. Parce que je le rappelle, nous sommes, nous la France, un des derniers pays européens dans ce classement qui est à majorité, d'abord les 5 premiers sont plutôt dans l'Asie. Comment est-ce qu'on pourrait remédier à ce mauvais classement en France ?
Alors c'est très compliqué. Vous savez peut-être, ou les auditeurs savent peut-être qu'il y a 3 ans, le nouveau ministre à l'époque, Blanquer, avait confié à Cédric Villani, grand mathématicien, et Charles Torossian, mathématicien lui aussi, inspecteur général, le soin de préparer un plan mathématique. Ils ont fait des recommandations, il y a eu beaucoup de travail. Ce plan est en train d'être mis en œuvre. Donc on s'en occupe. À mon avis, on ne s'en occupe pas suffisamment. Si on ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Si vous pensez qu'il y a 2% d'élèves de 4e en France qui sont de très bon niveau, ça ne veut pas dire très bon niveau, ça ne veut pas dire il ne s'agit pas de génie, il s'agit de gens qui ont la capacité de suivre avec un vrai succès l'enseignement mathématique au lycée et ensuite de faire des études supérieures scientifiques. 2%, ça fait 16 000. C'est beaucoup, beaucoup moins que les besoins qu'on a d'ingénieurs, de médecins, d'économistes, de professeurs de mathématiques, d'informaticiens, etc. Donc on a un déficit qui est extrêmement grave et qui remet en question la capacité de la France dans 10, 15, 20 ans à être une grande nation industrielle et scientifique. Donc c'est la formation des enseignants, le programme scolaire qu'il faudrait revoir à ce sujet en CM1, en 4e pour changer ça ? Alors il y a un enjeu de formation des enseignants. On sait que les enseignants au niveau de l'école primaire sont majoritairement de formation littéraire. Ils sont pas à l'aise avec les maths. Ils le disent d'ailleurs, c'est pas une critique qu'ils font, ils en sont parfaitement conscients. Ils sont pas à l'aise et parfois ils ont même peur des maths. Et donc ils font passer vis-à-vis de leurs élèves la peur des maths. Donc il y a un vrai souci. Donc oui, il faut remédier à ceci. On peut le faire de différentes manières. Au moment de la formation des enseignants dans les instituts spécialisés, les fameux INSPE, en amont à l'université, je pense bien en amont. Vous savez que nos lycéens ont la possibilité de faire leur scolarité en arrêtant complètement les mathématiques au niveau de la classe de première. C'était vrai dans l'ancien lycée, c'est vrai dans le nouveau lycée, c'est un vrai problème. Il faudrait qu'il y ait des mathématiques, pas les mêmes pour tous, mais des mathématiques obligatoires au niveau du lycée. Et alors très rapidement, dernière question, nous sommes en pleine crise sanitaire et pendant le premier confinement, les élèves ont été confinés, les écoles fermées. Est-ce que ça va accentuer, selon vous, ce mauvais classement, ce mauvais niveau des élèves français en maths et en sciences ? Alors, enfin là, tout le monde est à la même enseigne, sauf les pays asiatiques qui s'en sortent mieux. Tous les pays occidentaux souffrent un peu des mêmes difficultés, le confinement, l'école en ligne, etc. Je pense que oui, on sait, d'ailleurs nous on le voit à l'université avec nos étudiants, ceux qui ont été confinés, ils sont arrivés à la rentrée, ils ont des cours en ligne. C'est extrêmement difficile pour eux de se mobiliser autour des enjeux d'enseignement. Je pense que ça va en particulier aggraver les inégalités sociales qui sont extrêmement fortes en France. Merci beaucoup Martin Handler d'avoir été avec nous pour ce journal. Je vous en prie, c'est mon... On vous présente maintenant une profession assez insolite. Baptiste Girardet est ce que l'on appelle un nettoyeur de crimes. Son métier est de passer après la mort. Pour cela, il a créé sa société Sang-Froid en 2017, basée à Triel-sur-Seine. Avec la crise sanitaire, de nombreuses personnes font appel à lui pour des désinfections liées au Covid-19. Reportage. La cloison ici, attention c'est fragile. Voilà. Et après tout ce qui est en contact clientèle ou susceptible de l'être, toute cette partie de vitrine. Baptiste Girardet donne ses consignes. Il est ce qu'on pourrait appeler un nettoyeur de crimes. Pourtant, depuis la crise sanitaire, le fondateur de la société Sang-Froid a adapté quelque peu son activité. Il s'est lancé dans la désinfection liée au Covid-19. Nous désinfectons les habitats privés pour les gens qui reviennent de réanimation et qui ont eu le Covid, qui ont eu la chance de revenir chez eux, mais essentiellement pour la partie commerçants, artisans, qui doivent pérenniser finalement leur activité, quand cela est permis, de manière à désinfecter leur environnement de travail. Ce jour-là, Baptiste Girardet intervient chez 2 commerçants, l'un à Coignières et l'autre à Rambouillet. Au programme, désinfection de l'ensemble de leurs locaux et traitement à l'ozone. Nous, c'est vrai qu'on brasse un petit peu plus de monde. Du coup, les gens, je préfère qu'ils se sentent en sécurité en allant dans le magasin. Entre guillemets, la clientèle nous fait vivre, donc je pense que c'est important d'en prendre soin. Pour nous, ce qui était important, c'est qu'on soit serein, que nos clients aussi, qu'ils soient rassurés, qu'on puisse avoir des lieux sains. Depuis le début de la crise sanitaire, Sang-Froid a réalisé 170 interventions. Créé en 2017, ce n'est pourtant pas sa mission première. On termine par la partie sol avec frange support interne. D'accord ?
Devenir nettoyeur de crime n'était pas forcément non plus la vocation initiale de Baptiste Girardet. D'abord pompier de Paris pendant 11 ans, puis criminalisticien de sécurité intérieure dans la police scientifique pendant 3 années, il a tout lâché pour créer son entreprise. Un jour j'en ai eu marre. J'en ai eu marre aussi bien de voir dans le parcours pompier que dans le parcours police scientifique des familles, des gens désœuvrés en attendant un service qui n'existait pas, qui justement un service qui puisse effacer les traces de la mort. Une fois qu'on est décédé, on rentre dans un état de putréfaction, le corps pourrit finalement, et donc laisse des traces. Les fluides humains qui sont contenus dans le corps s'échappent par gravité, donc il y en a sur le sol, sur le mobilier sur lequel repose le défunt. Cette décision, il l'a prise en toute connaissance de cause. L'idée d'être nettoyeur de crime fait suite à 2 drames familiaux qu'il a vécus en 2003 et 2004. 2003, c'était aussi la date d'entrée à laquelle j'ai été incorporé chez les pompiers de Paris. Donc on découvrait nombre de cadavres tous les jours dus à la canicule justement. Et je me suis tout de suite posé cette question. Je ne pouvais pas présager que quelques semaines plus tard, j'allais faire la douloureuse expérience des fluides de mon grand-oncle que j'ai dû moi-même nettoyer puisque le bailleur parisien m'a donné 10 jours pour vider un appartement parisien. Aujourd'hui, la société Sang Froid embauche 4 personnes à plein temps et fait appel à des freelances lorsque les missions s'accumulent. Parti se former au Canada, Baptiste Girardet espère bien un jour voir une formation de nettoyeur de crime naître en France. Enfin, comme chaque semaine, un petit mot de voile. L'Yvelinois Louis Burton participe au Vendée Globe 2020. Il a fait plus de 40% de la course. Le skipper de 35 ans, originaire de Rambouillet, est actuellement en 6e position sur ce tour du monde en solitaire et sans escale. Il a donc perdu du terrain par rapport à la semaine dernière. La raison, il a décidé de s'orienter vers des eaux très au sud de l'océan Indien. Il a enregistré cette vidéo cette semaine. Regardez. Bienvenue sur Bureau Vallée. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai été dans cette zone où il n'y a pas de vent, parce que c'est pas dans mes habitudes, et ben en fait c'est parce que j'avais besoin de répondre à une problématique qu'on m'a posée. Comment tu fais si tu déchires des voiles? Donc voilà à quoi ressemble un atelier voilerie sur l'IMOCA Bureau Vallée venant de Vendée Globe. Ça fait des grosses rustines. Voilà. Et comme il y a tout le temps trop de vent, trop de mer, que dans le bateau c'est humide, le seul moyen c'était de venir dans cette zone sans vent. J'ai plein d'oiseaux, des albatros autour de moi, c'est assez magnifique de ce point de vue là. Je ronge mon frein parce que forcément ça me fait perdre du terrain, mais j'ai déjà pu réparer presque complètement ma grand voile. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Avant cela, vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres sur notre site internet tv78.com ou bien sur notre application mobile TV78. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée.